bienvenue, bienvenue, ça y est, à cette 4e édition du festival C'est qui la bosse, qui a lieu cette fois au jardin du... Bah bien sûr. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sandra Lou. C'est la 3e édition déjà pour moi. Et je laisse toujours mon énergie et mon souffle sur le côté. Je suis ravie d'être avec vous encore une fois. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreuses à chaque fois. Ça fait vraiment un plaisir immense. Juste des petites mains levées pour celles qui sont habituées à cette édition, à ce festival que je vois. Ah, il n'y en a qu'une. Non, oublions, on ne lève pas la main. Ce qui est génial et ce qu'on retient, c'est que justement, on a plein de nouvelles venues. Bravo, vous applaudissez bien, bien fort. Félicitations, merci. Merci d'être à nos côtés. Avant de déclarer évidemment officiellement ouverte cette Winter Edition, j'ai besoin de sentir que tout le monde est là pour écouter des masterclass, pour célébrer avec nous les conférences, les discussions stimulantes, enrichissantes, mais aussi les rencontres incroyables. Je n'ai plus de souffle. Vous savez quel âge j'ai? Non, mais petit aparté. J'ai 44 ans, je n'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Il faut vraiment que je reprenne le sport. Alors, pour commencer, évidemment, aujourd'hui, nous avons des invités incroyables parce que oui, nous avons une table ronde passionnante. Aujourd'hui, cette table ronde, pour commencer, s'appelle Reconversion dans l'entrepreneuriat. Faites un max de bruit pour mes 3 premières invitées. Elles le méritent. Elles sont incroyables. Constance de Champrette, Gina Perrier, Véronique Forge, Karine Blanc, s'il vous plaît. Looks like a girl, but she's a flame. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, merci les filles. Ça va, ça fait pas trop bizarre d'arriver comme ça et de se dire oui, en fait, il y avait une fête, j'étais pas prête. Quelle ambiance. Mais ouais, quelle ambiance. En tout cas, merci d'être avec nous. Petit tour de table rapide. Alors, Constance, tu es la fondatrice des studios de Numi. Avant, tu étais avocate, donc c'est une véritable conversion pour toi, même si au fond, tu as toujours voulu entreprendre. À la naissance de tes 2 enfants, tu as voulu intégrer un incubateur de start-up. Tu as d'abord créé une newsletter, puis un blog pour lequel ta communauté a grandi petit à petit. Et ces années de maman blogueuse t'ont d'ailleurs permis d'aller très vite et d'avancer dans l'entrepreneuriat. La thématique principale de ce blog est évidemment sur les femmes et parler d'entrepreneuriat pour les femmes. Tu as aussi créé une petite marque de tote bag, de bijoux, mais c'est aux USA que tu as découvert un sport qui a changé ta vie et qui propose des cours de Reformers Pilates. Jusque-là, on est bon. Pendant le Covid, tu as décidé d'en faire des livres. Ça va, vous m'entendez bien? Je suis toujours essoufflée. Ouais, ça va. Ça va bien. Ensuite, tu as créé ton podcast, ton studio, pardon, The New Me, un lieu dédié au bien-être qui fait office de bar à latte où on peut faire évidemment du sport. Je vais peut-être passer te voir. 2e studio, machine de pilates Reformer pour la rééducation. Et aujourd'hui, au final, le développement est très rapide puisque tu en es à 20 studios maintenant en France, en seulement 2 ans. Ouais, on peut l'applaudir bien fort. Que tu ne comptes pas évidemment t'arrêter là. L'idée est de développer encore plus en Europe, mais aussi continuer dans les grandes villes de province et devenir leader du marché. Bravo à toi, on peut l'applaudir bien fort, parce que ça ne doit pas être de tout repos. Est-ce que j'ai oublié une information? Pas du tout. Ça va? Bon. Gina. Alors Gina, toi tu es plutôt ce qu'on va appeler une femme au monoparcours. C'est toi-même qui me l'as dit, tu as un parcours très linéaire. On est sur quelque chose de différent. C'est ça qui est intéressant. À l'origine, tu es architecte de formation. Tu as bossé pour de grosses entreprises d'archi et pendant que tu passais ton diplôme, tu as travaillé pour un énorme festival au Danemark. Et là, t'es venue une idée, celle de créer l'API. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est l'API? Ah, bah tu vois, c'est bien d'être là. Au moins comme ça, tout le monde est au courant. L'API, je le rappelle, est le premier urinoir mobile pour femmes. Donc, quand vous allez dans des festoches, quand vous allez même au JO, puisque tu y étais, il y a les urinoirs pour femmes. Et c'est ultra pratique parce qu'elle a pensé à nous. Tu trouvais le problème énorme, assez injuste. Et cette évidence t'est tombée dessus au bon moment, au bon endroit. Et du coup, tu t'es lancée. Merci à toi d'exister. Merci. Après, c'est vous qui allez parler, on est d'accord. Véronique, petite présentation aussi. Donc, ton parcours est tout sauf une ligne droite. On sent que tu assumes ce cheminement un peu sinueux d'ailleurs. D'abord Sciences Po, puis un passage par Londres, des stages à la Commission européenne, la pub corporate à Paris aussi. Très peu pour toi puisque ça ne t'a pas du tout parlé au final.
Toujours en quête de renouveau, tu fais un master en marketing et passes par Johnson Johnson. Mais là encore, tu sens que ce n'est pas un mariage à vie. Tu reviens en France, fais des rencontres cruciales et hop, te voilà embarqué dans le monde de la télé, presque par hasard et surtout grâce à ton audace. Tu proposes carrément de présenter une émission. Alors ça semble fou sur le coup, mais c'est le déclic. 4 ans après, tu animes Femme d'exception. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission pour celles qui regardaient la télé, qui sont vieilles, hein, dites-le nous. Non mais vous regardiez encore la télé ou pas? Parce que comme maintenant il n'y a plus que les réseaux, les plateformes. Oui. Tu as quitté la télé et tu as filé droit sur Londres. Tu as travaillé un peu pour la BBC et de là j'ai un business au féminin, un média digital inédit centré sur la femme dans le monde pro, loin des magazines féminins habituels. Tu lances même les Business au féminin Awards et un club en 2018 avec des événements en mode pop-up. Si je me trompe, surtout tu m'arrêtes. Après la crise du Covid, tu pivotes à fond. 150 webinaires en un an. Et aujourd'hui, Business au féminin est devenu une plateforme de e-learning avec masterclass, guide audio et coach associé. Depuis peu, tu organises aussi des événements sur le leadership. Ton conseil phare, se challenger, prendre des risques, savoir exécuter et rester adaptable. Tu soulignes aussi l'importance de s'entourer des gens positifs et de maintenir un mindset de winner. Des gens positifs. Comme ici, c'est ça? Constance, on va commencer par toi. Passer d'avocate à entrepreneuse, c'est quand même un grand écart. C'est quoi le secret pour oser un changement aussi radical, j'ai presque envie de dire, sans trembler? Alors moi, j'ai toujours voulu être avocate quand j'étais jeune parce que j'avais regardé Ali McBeal et je me suis toujours dit que j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie de plaider. Et en fait, quand j'ai commencé mon métier d'avocate, j'ai vu que en fait, on plaidait plus trop, que c'était plutôt du conseil derrière un ordinateur et je m'ennuyais un petit peu. Donc, mes boss me disaient non mais toi il te faut autre chose, t'es pas à la bonne place. Et donc c'est vrai que j'ai été entourée d'entrepreneurs et j'ai toujours voulu entreprendre. Donc j'ai cherché pendant pas mal de temps une idée. Donc au début je voulais monter, je suis assez passionnée de bien-être. Donc je voulais monter des bars à jus, des restos healthy, des bars à salade. J'ai eu plein d'idées et à chaque fois que j'en parle autour de moi, tout le monde me disait non, pas du tout, non, ça va pas marcher, etc. Et en fait, à la naissance de mes 2 enfants, j'ai voulu, en fait, voilà, je me suis dit, de toute façon, c'est le moment de changer. C'est souvent le déclic qu'on a, souvent quand on est maman et qu'on a des enfants, on se dit, voilà, là, c'est peut-être un nouveau, un changement, en tout cas, un tremplin. Et donc, j'ai intégré un incubateur de start-up où là, il y avait que des jeunes entrepreneurs avec plein d'idées géniales. Et la première chose que j'ai constatée, c'est qu'il fallait que je crée une communauté. En fait, si je montais un business, il fallait quand même que les gens soient là, en tout cas, pour accueillir mon idée ou mon business. Et donc, à l'époque, c'était la mode des newsletters. Donc, j'ai créé une newsletter. Aujourd'hui, on se désabonne, mais avant, on s'abonnait beaucoup. Et donc, j'ai créé une newsletter où, en tant qu'ancienne avocate, je partageais des tips pour les mamans, des bons plans. Je parlais un petit peu de lifestyle, du côté healthy. Et puis après, j'ai monté un blog. C'était la mode des blogs aussi à l'époque. Et là, j'ai constitué avec les réseaux sociaux. Donc, au début, il y avait Facebook et ensuite, il y avait Instagram. Donc, j'ai constitué une communauté de femmes assez CSP++, donc des femmes actives qui travaillaient, qui étaient mamans, qui avaient des enfants. Et petit à petit, donc je partageais un petit peu mon lifestyle sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai toujours été passionnée de sport. Et puis un jour, j'ai commencé donc ce blog, je l'ai transformé. J'ai voulu vendre des produits. J'ai voulu voir si ma communauté elle était active, si elle était engagée, et ce qui était le cas. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Je suis partie aux États-Unis. J'ai assisté à un cours de sport avec une énergie de dingue à l'américaine, un petit peu comme là maintenant. Et là, je me suis dit, OK, ce truc, ça y est, je vais le faire en France. Et donc, cette communauté que j'avais déjà, qui me suivait sur mes newsletters, sur mon blog, j'aurais dit, vous savez quoi, j'ai fait un cours à New York. C'était exceptionnel. Je vais le faire à Paris dans un an. Et puis le confinement est arrivé, et là ça a été finalement, voilà aussi une nouvelle façon de prendre parti de tout ça. Il y avait ces femmes qui étaient là chez elles, et elles avaient du temps, et tout le monde, personne n'a de temps. C'est l'ennemi numéro 1 des femmes. Et j'ai dit, vous savez quoi, rendez-vous demain. J'ai pris mon téléphone, je l'ai accroché avec du scotch à ma valise, et j'ai dit, on va faire un cours de sport. Ce que j'ai vu à New York, je vais vous le faire demain. Rendez-vous à 18h, prenez vos baskets. Et c'est à partir de ce moment-là que l'aventure The New Me a commencé, parce que The New Me, c'est le nouveau moi. Et c'est comme ça que j'ai appelé finalement mon concept. J'ai fait des lives sur les réseaux sociaux, et il y avait 100 personnes, puis le deuxième live 500, puis 1000, puis 2000, et puis les marques ont commencé à m'inviter. Donc il y a eu des très belles marques, Caudalie, Bâche, Fusal, Benefit. Et donc je faisais des lives sur leur compte qui avaient 200 000 abonnés. Je me disais, mais c'est incroyable. Et on me demandait combien je prenais. Je disais, mais gratuit. En fait, merci de m'inviter. Et c'est un petit peu de là où est partie l'aventure.
Ensuite, je suis rentrée à Paris, les studios de sport fermés, ouvrés, fermés. Et j'ai dit, OK, dans un an, je vais monter mon studio. J'adore la déco, j'adore le bien-être. Je voulais faire des bars à latte. Aujourd'hui, il y en a un peu partout, des coffee shops, mais je voulais intégrer ça dans mon concept. Et donc, j'ai ouvert mon premier studio en 2022 et j'en ai 20 maintenant. Et on est en 2024, donc c'est allé très vite. Voilà, donc un petit peu le cheminement de The New Me. On reviendra là-dessus, mais quand ça va très vite aussi comme ça peut faire peur. Mais peut-être que toi, tu n'as peur de rien. Alors, c'est pas que j'ai peur de rien, c'est que je m'investis à 2000% dans mon projet. Que évidemment, la première, quand tu montes ton premier studio, tu es toujours un petit peu stressé. Donc, j'avais un petit peu d'argent sur mes premiers petits business, justement mon blog, les produits que je vendais. Et au début, il manquait un petit peu de sous pour mon premier studio, donc j'ai fait appel à des copains. Donc voilà, il me manquait 150 000 euros. Donc j'ai dit voilà, mon projet, ça va être canon. Donc c'est un peu des copains qui sont rentrés dans l'aventure. Aujourd'hui, je regrette que les banques ne m'aient pas aidé parce que j'aurais 100% de mon capital pour seulement 150 000 euros, ce qui paraît finalement beaucoup au début et finalement maintenant plus grand-chose. Mais les banques ne m'ont pas suivi sur mon projet. Et puis après, c'était tout de suite vite rentable, ça a tout de suite très vite marché. Donc au bout d'un an, j'ai ouvert le deuxième. Et puis après, ça a été très très vite. Et là, je suis allée voir les banques qui m'ont évidemment ouvert leurs portes plus facilement que la première fois. Et la première fois où tu es allée, justement, on t'avait un peu fermé une porte, est-ce que tu y es retournée en disant, oui, vous êtes bien planté quand même, hein? Alors, c'est-à-dire que même la deuxième fois, c'était plus facile, mais ils m'ont prêté un peu d'argent. Mais ensuite, quand j'ai voulu aller encore plus vite, c'est-à-dire après le deuxième, en disant je vais en ouvrir 7 cette année, ils m'ont dit non, mais Madame de Champré, vous êtes beaucoup trop ambitieuse, vous allez beaucoup trop vite, vous prenez trop de risques. Et j'ai dit non. Donc, je suis allée voir d'autres banques en fait. Après, j'allais un peu taper à toutes les portes. Et puis, c'est toujours des rencontres en fait. C'est finalement la banque en bas de chez toi qui a tous tes flux, tes deux studios, elle va te dire non. Et finalement, j'ai trouvé une banque à Blois qui a dit votre projet, je l'adore. C'était une femme. Moi, j'y crois, je vous prête de l'argent. Voilà. Et donc, c'est un peu aussi oser aller taper à toutes les portes. Et parfois, c'est aussi, voilà, c'est des personnes auxquelles on ne s'attend pas forcément, mais des femmes qui vous font confiance, qui aiment le business, qui vous connaissent et qui vous disent, OK, voilà, moi, je vais vous prêter un peu de sous. Et aujourd'hui, évidemment, maintenant, c'est un peu plus facile au bout de 20 studios. Donc, vous avez entendu, hein, il faut vraiment aller carrément taper aux portes, essayer, ça ne marche pas, on va à une autre porte et ça, c'est juste trop bien. Merci, Constance. Gina, c'est qui? C'est ton amoureux au moins? Parce que sinon, non. Hein. Maman, peut-être ça peut passer, mais je suis pas sûre. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Gina, alors toi, tu as un parcours, comme on l'a dit, d'architecte. Est-ce que ça t'a servi au final à inspirer l'API? Peut-être que dans ta création, tu y as pensé comme ça. Quelles compétences ont fait le lien entre tes plans d'architecte, justement, et l'innovation pour l'égalité? Est-ce que c'est clairement ce qui te motive? Là, complètement. Alors, en fait, on ne pense pas tout de suite que architecte, c'est un bon diplôme pour l'entrepreneuriat, mais en fait, c'est finalement, on ressort de ses études avec un bagage assez gros et assez pluridisciplinaire et qui en fait m'a énormément aidée parce que, alors au départ du coup, comme tu l'as dit avant, j'étais architecte pour un énorme festival, donc j'étais vraiment sur le terrain quand j'ai eu cette idée qui m'est tombée dessus parce que en fait, il y avait énormément de femmes qui devaient faire pipi derrière des buissons, c'était horrible. Sinon, c'était des files d'attente hyper longues pour des toilettes super sales. Enfin, c'était vraiment un cauchemar et je me disais, mais c'est fou qu'il n'y ait rien encore pour nous. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et effectivement, comme j'étais déjà architecte pour le festival, je savais comment concevoir pour un festival avec énormément de personnes. La plupart du temps éméché, tout va être parfois dégradé, etc. Donc, il faut construire, il faut penser très robuste, très pratique, très efficace, facile à nettoyer, facile à maintenir, etc. Et en fait, moi, je m'en souviens qu'après, j'ai fait des incubateurs justement de start-up et tout le monde venait me voir me dire mais qui dessine tes flyers, qui fait ça, qui a fait ton site internet, qui fait... Et en fait, comme j'étais architecte, on a aussi un peu on a des on est un peu graphiste aussi, on est un peu tout en fait quand on est architecte. Et du coup, je disais tout le temps, j'ai tout fait moi. Et même à qui t'as acheté ta 3D, Et en fait, c'est vrai que le fait de pouvoir dessiner aussi le produit moi-même, ça a énormément aidé parce que du coup, j'avais vraiment plein de compétences. Et en fait, finalement, une des compétences phares aussi, c'est le côté de pouvoir présenter, défendre un projet. Et ça, effectivement, en école d'archi, je l'ai fait pendant toutes mes études. Donc complètement, il y avait complètement un lien qui n'est pas forcément évident au départ, mais en fait, ça m'a vachement servi. On en a parlé toutes les deux, mais c'est vrai que ce n'était pas évident pour toi justement de vendre ton projet, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je fais juste une petite digression, mais les banquiers, les hommes aussi qui dirigent des festivals,
se disent, mais pourquoi un truc pour les femmes, pour faire pipi, enfin, on s'en fout. Qu'est-ce que tu as fait pour justement leur prouver qu'on avait un réel besoin et qu'on avait aussi notre place et on a le droit d'exister là-dedans? Bah, c'est sûr que quand j'ai créé ce produit, je me suis dit, c'est un produit évident pour un problème évident. Qui va dire non? Et en fait, le fait de devoir vendre ce projet, ce produit à la plupart du temps des personnes qui ne sont pas directement concernées, en fait, un des plus gros challenges, ça a été de me rendre compte à quel point énormément de personnes s'en foutent un peu des femmes. Et surtout quand c'est un problème qui est pour moi vraiment conséquent. Et du coup, il y a eu énormément de travail à déjà rien que prouver qu'il y a un problème, parce que sinon, on n'y pensait même pas. Et en fait, effectivement, hein, j'ai eu plein de portes fermées. Enfin, je sais qu'une fois, on a fait un jury où c'était que des vieux monsieur, et on a fait un super pitch, Elle s'est etc. retenue, elle est très sympa là. Moi, j'ai eu pire. Et en fait, à la fin, il y avait une femme dans la salle qui a applaudi, etc. Mais en fait, elle faisait pas partie du jury. Et elle nous a dit après qu'elle était choquée parce que les jurys, après, se sont tous regardés. Ils se sont fait, mais c'est vraiment un problème, ça? Ah. Et en fait, après, et en plus, après, parce que j'avais à l'époque un associé, un mec qui se posait la question, mais ils sont ensemble? Enfin, que des trucs où. Donc c'était en fait assez perturbant d'avoir ces informations en plus de la part du coup un peu d'une espionne qui avait du coup vu ce qui se De passait l'intérieur. après un jury. Et en fait, ça aussi c'est. Enfin voilà, quand on voit des femmes, on pense tout de suite à leur vie amoureuse, leur truc, ce qu'elles faut défendre, c'est pas vraiment un problème. Enfin, il y a énormément de stigmas comme ça. Et même, j'ai fait une levée de fonds aussi l'été dernier. Et il y a une de mes investisseuses donc, qui a tout de suite investi. Et en fait, elle a posté sur LinkedIn le fait qu'après mon pitch, où on parle du marché qui est juste mais énorme, on défend tout, on parle beaucoup des chiffres, etc. Il y avait énormément d'hommes du coup autour d'elle qui disaient, alors il y en a un qui disait ah mais ça c'est juste un truc féministe woke, on s'en fout, et un autre qui disait non mais il n'y a pas de marché en fait, il n'y a juste pas de marché. Donc elle, ça l'a hyper provoquée et c'est pour ça qu'elle a investi. Et du coup après, au final, ça devient une belle histoire, mais c'est fou parce que, et en fait, ce que je trouve un peu génial aussi, c'est que du coup, il y a des personnes à qui, donc des femmes au sein de ces organisations, qui vont se rendre compte elles-mêmes du problème parce qu'elles adorent, elles le veulent, et elles se rendent compte qu'elles doivent batailler au sein de leur organisation pour faire comprendre pourquoi ces festivals ou ces structures ont besoin de l'API. Et en fait, du coup, elle se rattache à notre combat. Et en fait, ça, je trouve ça génial parce que, effectivement, j'ai parlé à une femme dans un parc d'attractions qui va absolument mettre des lapis en place dans ce parc d'attractions à Copenhague. Et elle me dit qu'elle bataille tous les jours avec les équipes internes. Et elle me dit un truc, elle me dit, et c'est marrant parce que c'est tout le temps des mecs de plus de 50 ans qui sont contre. Genre, ils ont en plus rien à voir avec. Et surtout, ils ont des Avec problèmes ça. de prostate, j'imagine. Ça pourrait leur servir aussi. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, ça peut, ça peut. Merci, Gina. Véronique, alors toi, tu t'es réinventée, mais comme jamais. C'est-à-dire que quand on s'est parlé, je me suis dit, mais tu as eu 1000 vies en une vie. Et de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est. Bah, attends, je te le souhaite, hein, parce que il y a encore une longue ligne droite. Non, c'est assez dingue parce que, au final, dans tout ça, moi, j'ai retenu de l'audace, toujours de l'audace. Mais comment on fait taire, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, comment on fait taire la petite voix de la peur? Vous savez, la peur de se lancer. Qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu as un tips à nous donner? Parce que c'est quand même quelque chose qui nous bouffe de l'intérieur. Quand on se dit, mince, il faut peut-être rebondir et j'ai peur d'y aller. Alors, la petite voix, en fait, non, il faut écouter la bonne voix. Il faut savoir, à un moment donné, Constance disait, je me suis dit, je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. Ben, moi, quand j'étais dans la pub, dans la com, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, mais en fait, je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Et en fait, il faut se projeter à 5 ans, dit 5 ans, dit 2 ans, dit 10 ans, enfin, peu importe, se dire, est-ce que j'ai envie de faire ça, d'être dans ce domaine toute ma vie? Et la réponse, pour moi, elle a été au bout d'un an, enfin, voilà, assez rapide, effectivement, assez simple. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Et donc, j'ai commencé un cheminement. Et en France, c'est vrai que moi, je suis entre Paris et Londres. En France, c'est bizarre, c'est partout un peu. Mais c'est juste se chercher. C'est juste la vie, en fait.
On n'est Et plus puis, on dans n'est pas la des... même femme au même moment de notre vie. Exactement. Et puis en plus, on n'est plus dans des... surtout aujourd'hui, avec toute la technologie, les avancées, etc., ce qu'on apprend aujourd'hui, demain, c'est plus valable. Enfin, je veux dire, il faut de toute façon développer dans sa vie une capacité d'adaptation, se réinventer. C'est un terme que j'utilise beaucoup, qui a été un peu galvaudé. Moi, ça fait très longtemps que j'en parle. Mais c'est ça. Et c'est ça qui est fun dans la vie, en fait. C'est se dire, je ne suis pas figée à un truc. Moi, je ne crois pas du tout à ces parcours... tout le monde, voilà, chacun son choix. Elle ne dit rien, mais il y a Gina qui a un parcours plus linéaire qui dit je veux pas de bruit. Il n'a pas du tout. Elle a fait. Pour moi, elle n'a pas du tout un parcours linéaire. Elle est partie. Elle est passée. Le seul point, la seule linéarité, c'est le fait d'être archi. Et c'était bien d'être archi pour développer son produit. Donc, mais elle n'a pas un parcours linéaire. On se dit archi, entrepreneur. Enfin, c'est pas. Donc, non, aucun. Enfin, je pense que c'est vraiment avoir cette capacité à se poser les bonnes questions et se dire est-ce que je me vois là dans 5 ans, 10 ans? Ben non. Donc, Véronique, je te coupe 2 secondes, mais petit sondage pour savoir si dans la salle il y a des femmes qui ont du mal à se projeter. Juste celles qui ont du mal avec ça. Vous savez, se projeter, c'est-à-dire ce qu'elle vient de dire, dans 4-5 ans où je suis. Ok, très bien. Vous êtes quand même un poil nombreuses. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des femmes comme ça en face de nous? Parce que je suis sûre que tu dois avoir quand même une petite idée de peut-être comment on peut les aider. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mince, j'ai piégé. Non, pas du tout. Mais il faut, je pense que, le revenir peut-être aux choses simples. Qu'est-ce qui me plaît dans mon job? Qu'est-ce que j'aime pas? Enfin, voilà, les points positifs, les points négatifs. Si on se rend compte qu'il y a plus de points négatifs que de Faire points le bon vieux positifs, tableau. voilà, un tableau basique, un examen un peu, voilà, assez basique. Et si on a plus de moins, bah, se dire bon alors qu'est-ce qu'il faut que je change, et puis après faire quelque chose de beaucoup plus ouvert en se disant mais quels sont les domaines, et ce sont les domaines où j'aime, dans lesquels j'aimerais travailler. Constance parlait du lifestyle, du well-being qu'elle aimait toujours. Enfin voilà, in fine, elle est retournée dans ce domaine-là. Voilà, moi c'est vrai que la télé, ça m'est tombé dessus un peu par hasard, mais en fait, il y a quand même un fil conducteur dans ma vie. C'est la communication, le marketing, etc. Et ces outils-là, je m'en suis servi aussi quand j'étais à la télé, pour se vendre, pour faire en sorte que j'ai les bons invités dans mes émissions. Enfin voilà, il n'y a pas, on transforme, on a des compétences et après on peut les adapter. Et c'est ça en fait. C'est vraiment, et c'est l'histoire qu'on raconte. Hein. Aux États-Unis, on parle beaucoup de storytelling. C'est comment on va se raconter. Hein. Parce qu'évidemment, on tique pas toutes les boxes pour un job donné ou pour une ambition que l'on peut avoir. Mais en fait, non, il faut regarder ces compétences, ces compétences clés qu'on a pu développer dans des domaines qui peut-être qui n'avaient rien à voir, mais in fine, on s'en sert en fait. Moi, j'ai une vision beaucoup plus... je raconte toujours cette histoire. Un jour, je déjeunais avec une fille qui était chez Merrill Lynch, qui est une banque américaine assez connue. Et je lui dis, tu as fait quoi comme étude? Et elle me dit, j'ai fait literature à Oxford. Voilà. Et ça a été, je me suis dit, c'est dingue. Et en fait, en Angleterre, notamment, quand tu es bon dans quelque chose, on se dit que tu peux t'adapter et on va te former. Ouais. Voilà. Et ben moi, ça a toujours été ma philosophie. C'est-à-dire qu'il faut juste pas se dire, ah ben je n'ai pas fait ça, donc je vais pas, ça va pas marcher. Non, il faut se dire qu'on est, et j'en reviens à mon point de départ, c'est capacité d'adaptation et se dire, voilà, il me manque ça comme compétence, ben je vais les acquérir et c'est tout. Donc, et oui, il faut se lancer, c'est prendre des risques, mais voilà, ça en vaut. Ça en vaut la peine. Et tu parles aussi beaucoup de culot et d'audace, mais on avait ça aussi chez Constance, et puis j'ai envie de te dire que finalement, ça colle. Hein. Donc, en fait, est-ce que c'est ça la clé? Alors, culot, ça peut. Enfin, voilà, c'est de l'audace, c'est juste tenter. Enfin, moi, quand j'ai eu mon entretien pour. C'est pour ça que tu racontes. Ouais. J'avais. Oui, j'avais pas. Seule fois, j'avais pas préparé mon entretien d'ailleurs. Et en fait, j'ai proposé plutôt de bosser derrière, parce que j'avais un peu d'expérience, j'avais travaillé sur des sujets similaires à la Commission européenne. Et en fait, il m'a dit, ah, non, mais on est pourvu. Et franchement,
n'avais pas du tout pensé à ma réponse, mais elle est venue spontanément. Donc, comme quoi, j'ai dit sinon présenter une émission de télé. Voilà, c'est venu comme ça. Dans quel domaine? Ah, mais je pense que voilà. Et puis c'est parti comme ça en fait. Mais alors, je sais pas si c'est du culot, c'est de l'audace, c'est juste voilà, essayer et après justifier, argumenter, et puis voilà. Encore une fois, vendre son Provoquer sa histoire. chance quand même. Hein. On provoque un petit peu la chance. Bah, oui, et puis être ouvert en fait. C'est aller à des rencontres comme ça. C'est comme ça qu'on va rencontrer des personnes qui, parmi vous, hein, chacune a des parcours et qui vont vous inspirer, se dire, ah, mais tiens, elle a fait ça, je suis capable, etc. Voilà, c'est comme ça. Se nourrir en permanence, c'est hyper important. Et à un moment, on saute le pas. Le networking est important. Vous le faites, vous les filles? Vous vous rencontrez un petit peu ou vous travaillez un peu solo? Ah, ok, alors j'arrive pas à savoir. Solo, lève les mains. Ah, qui a dit égoïste? J'entends plus, sale égoïste. Ok, et tout le reste, vous voyez, vous rencontrez en extérieur, etc. Faites-le, hein. N'hésitez surtout pas parce que c'est comme ça qu'on fait les plus belles rencontres et qu'on avance. Et puis surtout, on a besoin de force et ensemble, ça va mieux, on va plus loin. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là, donc vous avez bien raison. Constance, Constance, alors je reviendrai évidemment à chaque fois sur vous. On a encore du temps, Noah. Noah, tu dors, je t'ai vu. Ah bah, de toute façon, ce sera approximatif comme ça toute la journée. Mais merci, Noah. Constance, donc intégrer un incubateur a été un tremplin, enfin j'imagine quand même. Comment savoir si un projet est assez mature pour franchir cette étape? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Alors moi, j'avais pas du tout de projet quand j'ai intégré cet incubateur, pas du tout. Ça m'intéressait à l'époque, ça s'appelait The Family. Ça m'intéressait en fait de rencontrer des autres entrepreneurs et c'est ce que vous disiez, c'est les rencontres en fait. Et surtout, moi, je pense à l'énergie. Je voyais des médecins de plus de 50 ans qui pensaient à mettre en place des outils de facturation pour les médecins. Donc, en fait, c'est des gens qui étaient tous un peu en reconversion professionnelle. J'ai quand même, dans cet incubateur, rencontré vraiment des gens en reconversion professionnelle. Et moi, j'ai vu cette énergie et je me rappelle être avec mon sac à dos, voir tous ces jeunes, ces moins jeunes, mais plein d'idées. Il y avait Et les ça, mecs de 50 ans dont elle parlait ou pas? Juste pour voir si y avait une connexion. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était des profils très différents et en tout cas pas forcément jeunes. Et c'est pour ça que se reconvertir, ça peut être à tout moment de la vie. Que moi, si j'avais pas ce projet, j'ai 200 000 idées que je pourrais faire aujourd'hui. Il me faudrait 10 vies pour faire tout ce que je veux faire. J'ai toujours du mal à voir des gens qui n'ont pas de projet. Je me dis, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à créer. Je pense que les voyages nous permettent aussi de se nourrir. Je rêve d'aller à Singapour parce que là-bas, il y a des concepts de dingue, de bars, de cafés, de concepts de sport. Et je pense évidemment qu'il y a, dans chacun a son domaine de prédilection, mais je pense qu'on peut se nourrir effectivement avec les rencontres, les conférences comme ça, les voyages aussi pour moi. Voilà, donc moi, je n'avais pas forcément de projet. L'entrepreneuriat, pour moi, ça a été un chemin. J'ai commencé par monter ma newsletter, puis mon blog, puis créer une petite marque, jusqu'au moment où je me suis trouvée. Et je me suis trouvée, donc j'ai mis du temps à trouver mon projet, avec seulement l'idée que je voulais entreprendre et je voulais monter quelque chose. J'ai toujours aimé diriger. Quand j'étais petite, j'adorais commander les groupes. On m'appelait la commandeuse. J'ai toujours aimé, voilà, être une leader. Et voilà, je dis pas qu'aujourd'hui je suis une bonne leader et que j'arrive bien à manager mes équipes, ce qui est un petit peu ma faille aujourd'hui. Mais je dis que j'ai toujours eu l'envie de gérer, de créer quelque chose. Et je me suis trouvée. Et je dis pas que, et ça, je le dis, il faut se lancer, il faut prendre des risques. Ça, c'est évident. Moi, j'ai un mantra. Je dis toujours, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Donc, il faut se lancer. Et c'est pas grave si on tombe, il faut rebondir. Et voilà, c'est prendre des risques. Et voilà, mais c'est un chemin et c'est pas tout de suite, c'est pas au bout de je vais entreprendre et demain je vais réussir. C'est un chemin, ça m'a pris du temps pour me trouver. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie et maintenant je fonce. Et il y a toujours des embûches, il y en a eu plein, il y en aura encore plein parce que l'entrepreneuriat c'est aussi ça. Mais il faut c'est continuer, continuer, continuer et puis voilà et surtout être contente de son projet, de ce qu'on fait parce que c'est pas facile. Il y a plein de choses, oui, c'est super. Moi, j'ai pas de boss au-dessus de ma tête, je fais ce que je veux quand je veux, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup de challenges. Et voilà, donc c'est continuer, continuer, ne jamais, ne jamais tomber. Merci, on peut l'applaudir bien fort.
Alors, dans les beaux projets, en tout cas ceux qui règlent peut-être un problème de société, si toutefois dans la salle vous avez aussi ce genre de projet, vous vous posez forcément la question de comment on se lance sans hésiter, parce que c'est pas simple quand on s'attaque à ça. Est-ce que tu as un conseil peut-être à donner à celles qui hésitent avant de se lancer? Bah, complètement, justement, je me souviens que donc je connais pas mal Lucie Bach, la fondatrice de Too Good To Go, et elle a dit une fois cette chose dans laquelle je me reconnais aussi, c'est vraiment trouver son étoile polaire. Donc, vivre ou observer un problème qui nous donne tellement de frustration et transformer cette frustration en moteur et en motivation. Et ça, je pense que quand on est vraiment orienté là-dedans, c'est vraiment ça qui va être la clé parce que c'est effectivement trouver, garder cette motivation constante parce qu'effectivement, on va avoir des portes fermées parfois, etc. Mais tant qu'on a ce moteur et cette étoile polaire, c'est vraiment très important. Et je pense aussi, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, c'est aussi effectivement de l'adaptabilité. Ça, je pense que c'est hyper clé. Et puis mettre la... Fin, en fait, moi, il y a aussi un truc depuis pas mal de temps que je me suis dit, ça a commencé en école d'archi en me disant, s'il y en a qui arrivent, moi aussi je peux le faire. Enfin, de dire toujours, si c'est possible pour certains, c'est possible pour moi aussi. Et ça, je me le rappelle même aujourd'hui parce qu'on est sur une phase aussi de croissance aujourd'hui. On veut lever pas mal d'argent, etc. Et en fait, on a l'impression que parfois c'est des buts inaccessibles, mais se rappeler que si les gens autour de nous, si ça se passe tous les jours, c'est qu'on peut y arriver nous aussi. Merci. Tu as envie de dire quelque chose, Oui, je voulais rebondir. Moi, il y a un truc je cite souvent, c'est TTC. C'est quand on monte une boîte, quand on est dans un job, c'est travail, talent. Bon, oui, mais on a tous des talents, tous des potentiels. Il faut se sonder. Talent, travail et chance. Et la chance, ça tombe pas comme ça. La chance, elle se provoque. Comment elle se provoque? C'est les rencontres. Hein. Et moi, je sais quand je voudrais parler un peu de business féminin, mais quand je suis arrivée à la télé, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, ce truc se trame depuis des années. Parce que ça a été des rencontres, mais 5 ans avant. C'est ça. Et donc, en fait, on se rend compte, au bout d'un moment, j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, ça se trame depuis des années, je n'en avais pas conscience. C'est une sorte de fil rouge. C'était dans le et four, en fait, ouais. Et ça, c'est super important. Et c'est ça qui nous permet, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites toutes les deux, c'est la ténacité finalement. C'est se dire, bon, ok, aujourd'hui ça marche pas, aujourd'hui c'est peut-être pas le succès que je souhaitais, mais les choses prennent du temps. Et en fait, on vous montre souvent des réussites incroyables d'entrepreneurs, mais ils se sont plantés 15 fois avant de réussir. Le meilleur exemple étant Steve Jobs. Et donc, c'est ça aussi, prendre conscience de ça. Aujourd'hui, on voit des super réussites. Une Lucie Bach, que je connais bien aussi, ou une Fanny Moisin, elles ont cheminé, en fait. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Donc, il faut juste en avoir conscience. Et en fait, on se met moins la pression. Voilà, tout ça, c'est un cheminement. Et alors, tu me disais aussi pendant la préparation à cette table ronde que dans les belles rencontres que tu as faites, si je peux me permettre d'en parler évidemment, à un moment donné, elle a rencontré son mari, tout simplement, et qu'il l'a emmené à partir vers Londres. Et là-bas, c'est quand même lui qui t'a énormément soutenu et qui t'a mis le pied à l'étrier aussi pour que tu puisses faire business au féminin. Est-ce qu'on peut parler de ces, vous savez, de ces personnes qui nous entourent, de l'entourage, qui peut avoir un vrai impact évidemment sur nous, d'un côté comme de l'autre? Ouais. Pour toi, ça a été ça? Oui. Alors, moi, c'est vrai qu'au début de ma carrière, ce sont vraiment des hommes qui m'ont aidé. Donc voilà, je les remercie. Et oui, en fait, c'est s'entourer. Bon, lui, en l'occurrence, il est entrepreneur aussi, donc quand je parlais de retourner dans une mine, il dit, crée ton truc. Et puis j'ai un autre ami qui est VC aux États-Unis, qui dit, lance-toi. Et c'est vrai que c'est arrivé à un moment où je me posais des questions. J'avais eu mon premier enfant et je me suis dit, ça a été un 1er janvier et bonne résolution. J'ai commencé et j'ai lancé donc un blog, Business au féminin. Et puis ce Business au féminin a évolué petit à petit. J'ai lancé quelques années après un club, Business Féminin Club à Paris,
qui a très bien marché. J'avais fait 60 événements en 3 semaines. Et puis c'est devenu, à la faveur du Covid, en fait, qui, moi, m'a permis vraiment de pivoter. C'est devenu une plateforme de e-learning pour les femmes, entrepreneurs, managers, femmes en reconversion. Et aujourd'hui, il y a les Business Penny Awards qui, comme tu l'as évoqué, Essoufflé, mais j'ai essayé de le dire. qui récompense chaque année depuis 2017 des femmes entrepreneurs. On remet ça à Vidatech. Il y a le Female Leadership Forum que j'ai lancé chez Google cette année en mars, qu'on refait en mars 2025. Voilà, bon, c'est tout. Et j'ai vraiment, oui, bien s'entourer et être avec des gens. Et je pense que lors de notre conversation, on évoquait ça. Vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire non, non, mais t'es sûr, te lance pas là-dedans, reste dans ton boulot. Et tout ça. Vous allez en rencontrer plein. C'est souvent des gens qui eux-mêmes n'auront jamais l'audace de se lancer. Donc, ils vont vous plomber. Alors, surtout, il faut les fuir, ces gens-là. Il faut vraiment les fuir. Bah, si c'est votre mari, ils ont été sympas dans un moment de votre vie, mais là, ils ne sont plus du tout les personnes dont vous avez besoin. Vous avez besoin de personnes ressources, des personnes qui sont positives. Alors, pas des personnes qui vous disent voilà, que tout est parfait, etc. Il faut des gens qui vous challengent aussi. Mais il faut s'entourer de gens positifs, de gens qui ont cette énergie. On sent cette énergie ici, mais il faut que vous vous nourrissiez en permanence de cela. C'est vraiment essentiel, en fait. Hein. Et donc, ça, oui, la famille, mais moi, si j'avais écouté tout le temps ma famille, j'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait non plus. Parce que les gens n'ont pas la même vision du truc. Enfin, ils ne voient pas forcément où vous voulez aller. Parfois, vous-même, vous ne savez pas totalement où vous voulez aller. C'est pour ça que moi, je posais la question pour... Vous avez juste envie d'y aller. Oui. Et voilà. Et après, vous mettez les moyens pour. Voilà, travail. On parler de travail. Voilà, on bosse à fond, mais on a un objectif. Merci beaucoup pour ça. Ouais. Juste parce que je sais qu'il nous reste peu de temps. Peu, c'est genre quoi? Peu. Vous j'ai dit, c'est de l'approximatif, mais c'est ça qui est bien. Oh, bienvenue. Comment ça va dans le fond? Pas de place assise, parce qu'il y en a devant, hein, si jamais vous voulez vous asseoir. Juste pour terminer, peut-être une phrase chacune, peut-être, alors, soit un point actu si vous voulez aussi, vous avez le droit, hein, ici, on est évidemment OK. Constance, on commence par toi, peut-être un petit mot, un mot de la fin, peut-être, avant de prendre 2-3 questions. Bien, un mot de la fin. Ouais. En fait, qu'est-ce que je pourrais dire comme mot de la fin? Une petite boîte à outils, tu sais qu'elles vont pouvoir embarquer. Donc, est-ce que tu as un dernier tips peut-être à leur donner sur ton parcours à toi, en tout cas, qui t'a vraiment permis de peut-être gagner du temps? Alors, gagner du temps, non, mais moi, je pense que le mot de la fin, c'est, voilà, dans la vie, on dit toujours, c'est facile de prendre des risques. Alors, moi, souvent, on m'a dit, mon mari était entrepreneur, ah, mais c'est facile de prendre des risques, toi, tu n'as pas un crédit à payer tous les mois, donc c'est facile de monter ta boîte, toi, c'est facile de... Non, c'est pas facile de tout quitter. Non, c'est pas facile de plaquer son métier d'avocate alors que j'ai fait des études pendant 8 ans avec 2 masters pour justement faire ce métier et puis me dire qu'aujourd'hui, je suis coach de sport. En fait, je suis entrepreneuse, mais mon père m'a dit quand même tout ça pour ça. Tu es quand même coach de yoga. 9 ans de droit pour être coach de yoga. Non, papa, je suis entrepreneuse, j'ai des studios. Oui, bon, c'est du sport. Hein. Nous, avec ta mère, on te voyait vraiment avocate. Bon, alors en fait, non, je pense que je pense que se lancer, moi, je trouve qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est exceptionnel. Même de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, en fait, je trouve ça génial. C'est toujours une adrénaline, c'est des rencontres, il y a plein de choses encore à faire. Je pense qu'il y a encore plein de portes ouvertes. Que voilà, demain, je vous disais, voilà, j'ai plein d'autres projets, il y a plein de choses à explorer. Donc, à toutes celles qui sont ici dans la salle, qui hésitent, qui ne savent pas, qui se posent des questions, mais allez-y, foncez, prenez des risques, lancez-vous et croyez en vos projets, en vos idées. Effectivement, je rejoins, qu'est-ce qui compte aujourd'hui? C'est le travail. En fait, moi, je travaille presque 7 jours sur 7. Mes équipes, je disais ça hier à mon mari, je lui disais, mais quand je pense qu'en fait, vendredi dernier, tout le monde a travaillé au bureau alors que c'était un jour férié, parce que voilà, nous, on ne prend jamais de pause déj, on travaille tout le temps, parce que voilà, c'est quand même aujourd'hui, la clé du succès, c'est quand même le travail et cette énergie que vous arrivez à mettre dans vos équipes
Et voilà, donc ce serait pour moi mon mot de la fin. Merci Voilà. beaucoup, Constance. Gina? Alors oui, je voulais aussi rebondir un peu sur le fait qu'au tout début, je pense que j'ai un peu noirci le tableau sur l'entourage, comment du coup défendre cette idée d'urinoir féminin dans l'industrie actuelle. Mais en fait, effectivement, j'ai eu des super alliés dès le début dans l'industrie autour de moi. Après, c'était vraiment un réseau que j'avais créé moi-même aussi parce que j'étais dans un autre pays et que je connaissais personne au départ. Du coup, des personnes clés professionnellement qui ont su me soutenir énormément. Ma mère au début était hyper inquiète parce que justement j'étais après mon diplôme au chômage en train de lancer ça. Elle disait non mais il faut absolument que tu trouves un travail, pourquoi tu fais ça, etc. Mais voilà, aujourd'hui c'est celle qui me soutient le plus. Elle m'accompagne partout. Elle est hyper contente d'être du coup de faire partie de l'aventure complètement. Donc je pense ça c'est effectivement c'est hyper important d'écouter les bonnes, d'être avec ceux qui nous soutiennent vraiment. Effectivement, vraiment, et croire en soi, en fait, parce qu'il y en a plein qui vont nous décourager au long du parcours. On va se prendre plein de portes fermées et il faut vraiment continuer de croire en soi et il faut beaucoup de patience et de résilience. Merci, Gina. Véronique, ce sera le vrai mot de la fin, puisqu'on m'a fait un signe, genre vraiment c'est comme ça, c'est niet. Je pense que j'ai dit un certain nombre de choses, mais Oui. moi je pense toujours à cette phrase de Mark Twain. Alors j'ai peut-être oublié quelques éléments. Ils savaient que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc je pense que voilà, ça résume un peu ce que je disais. C'est faut y aller, il faut prendre des risques, faut s'entourer des personnes qui vont vous porter, hein, et qui vont vous challenger aussi, mais qui vont vous porter. Et puis bien se sonder et voilà, voir ce qu'on a envie de faire. Et il n'y a pas de parcours idéal. Vous lisez tous les parcours d'entrepreneurs, ils ont eu des parcours, tu utilisais le terme de sinueux. Moi, voilà, la vie, c'est pas une ligne droite. Toutes les vies aucune vie n'est une ligne droite, hein, ou alors c'est vraiment très ennuyeux, je trouve. Et voilà, faut croire en soi, très important. Et petit à petit, en s'entourant des bonnes personnes, vous allez croire de plus en plus en vous et ça va vous donner l'énergie et la volonté de vous lancer. Merci infiniment. On peut les applaudir bien, bien fort. Merci Constance, Gina et Véronique. Alors, comme malheureusement le temps a filé un peu vite, si vous avez des questions, elles sont encore quelques minutes à votre disposition, mais du coup, ici, le temps qu'on installe évidemment la deuxième table ronde, on se retrouve dans quelques minutes. Merci à vous toutes. Bravo. Merci les filles.